d'accord que cette guerre est liée avec les intérêts stratégiques de l'Amérique. La première chose. La deuxième chose, il faut que l'intervention soit rapide. Comme on l'a vu d'ailleurs en Irak. La troisième, c'est qu'il faut penser à un exit stratégique, une stratégie de sortie de finir la guerre très rapidement. Et enfin, il va falloir tout simplement que les rapports coût-bénéfice soient tout simplement la rentabilité. À rentabilité. Et enfin, il faut essayer de voir le maximum d'alliés qu'on peut avoir pour ne pas laisser faire que c'est une guerre uniquement de l'Amérique contre l'Est. Cette doctrine de Powell est aujourd'hui enseignée dans toutes les écoles de relations internationales en Amérique. Et aujourd'hui, il est vu comme la doctrine la plus efficace parce que venant d'un insider, quelqu'un qui connaît le commandement militaire, mais que malheureusement, qu'il n'a pas eu à appliquer avec la guerre de l'Irak. Je voulais juste vous, parce que moi je suis un fan de Colin Powell. J'ai eu la chance de le rencontrer au Pentagone pendant la guerre du Golfe, parce que j'étais détaché au Pentagone pour discuter de l'issue de la guerre. Alors il y avait ça, bien sûr, effectivement, vous avez bien développé les 4 points. Surtout quand il parle de overwhelming force. C'est-à-dire que l'Amérique ne peut pas rester longtemps sur un théâtre d'opération. Mais le problème chez nous, ça c'est de l'Amérique. Mais nous, que fait le Mali? Que fait le gouvernement malien? Est-ce qu'il vend cette guerre aux Maliens? Est-ce qu'il le fait? Mais c'est ça où se trouve la guerre. La guerre se trouve dans le soutien de l'opinion publique africaine à la guerre. Les Français ne veulent pas que les Américains s'en vont. Mais les Français, la mission à l'étranger, d'une force de projection, c'est la protection de la force. C'est la protection de la force française. Les Français ont perdu 13 éléments. Vous avez vu ce que ça fait comme boucan à Paris, ce que ça fait comme problème. Donc la présence américaine leur permet de faire la première mission des chefs militaires en projection, c'est la protection de leur propre force, par le renseignement et par, bien sûr, l'apport de moyens logistiques. Ça leur permet donc de... Mais ce n'est pas pour gagner une guerre. Pour gagner une guerre, c'est le Mali, c'est le Burkina Faso, c'est le Niger, c'est à eux, ces armées nationales. D'où le G5 Sahel, qui a été renforcé d'ailleurs. Non, le G5 Sahel, je disais, c'était la bonne conscience des pays européens. Très bien. Ils ont créé quelque chose parce qu'ils ne peuvent rien faire. Vous ne pouvez pas venir nous dicter la manière de gagner une guerre. Une guerre asymétrique se gagne par des forces du pays. Elle ne peut pas se gagner par les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas gagné le Vietnam. La force du G5 Sahel, d'ailleurs, qui n'a pas eu le mandat des Nations Unies, parce que, en partie, les États-Unis y étaient opposés. Mais bien sûr, parce et que le président de la République, Macky Sall, a toujours demandé justement ce mandat robuste pour aller mener cette guerre. Rappelons tout de même, avant de prendre Meribey pour regarder une fois de plus ce qui se passe sur les réseaux sociaux, rappelons qu'au même titre que Donald Trump s'est beaucoup désintéressé de la gouvernance mondiale. En même temps, les États-Unis qui refusent d'être le gendarme du monde, ça ne date pas quand même d'aujourd'hui. C'est sous Barack Obama que les Américains ont commencé à se désintéresser un tout petit peu de cette gouvernance, en tout cas militaire, du monde, Dr Pape Malick-Ba. Absolument. Il faut convoquer cette théorie du smart power qui a été mise en application par Obama. Parce qu'à son arrivée, il s'est dit, voilà, l'Amérique doit arrêter de montrer ce hard power-là, ce pouvoir dur-là, le fait d'être le gendarme du monde, mais de combiner, par exemple, le côté doux de la diplomatie, le soft power, et le hard power, ce qui donnera un mélange du smart power, donc intelligence. Donc c'est ce à quoi Obama a joué quand il était au pouvoir, et ce qui aussi a prévalu dans la guerre en Libye. Les États-Unis ont refusé d'être devant, donc ils ont juste participé. Et ça a joué des tours, on se rappelle, au président Hollande, puisqu'avec la Syrie, les Américains, Obama avait carrément dit que si Bachar al-Assad franchit la ligne rouge, à savoir gazer son peuple, on va y aller. La France également qui dit qu'on va y aller, mais quand Obama a dit que j'y vais pas, le président Hollande n'a pas bougé non plus. Non mais c'est ça, Et je crois que la France a compris ce jeu des États-Unis. C'est pourquoi partout où la France intervient, généralement, il essaie d'avoir le soutien des États-Unis. C'est-à-dire qu'indirectement ou directement, que ce soit soutien logistique ou bien soutien en renseignement, etc. Donc, et maintenant, ça c'est les démocrates. Trump a... C'était clair son programme. C'est quoi? Se concentrer plus sur les questions internes
américaine et diminuer l'interventionnisme américain et peut-être s'isoler un tout petit peu, reconstruire l'Amérique et rester aux États-Unis. Les gens le disent souvent que les républicains sont connus pour créer des guerres. Mais Trump, heureusement, n'a pas créé de guerre. Disons, oui, hein? heureusement. Heureusement. Mais ce sera Juste une guerre commerciale, mais voilà, c'est moins dangereux. Oui, mais juste un point, c'est-à-dire il n'a pas une Colonel, si vous permettez, on va rapidement prendre Mary Bey pour voir ce qui se dit. Mary, qu'est-ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez des résultats? Oui, on a les premières tendances qui sont en train de tomber. Mais avant même de vous parler de ces premières tendances, nous allons rappeler aux téléspectateurs qu'ils peuvent nous suivre sur TFM Facebook Live, Instagram et aussi Twitter, donc sur notre compte officiel TFM. Et on se demandait, en tout cas sur les réseaux sociaux, quelle était la place de l'Afrique. Beaucoup se posaient cette question. En tout cas, le Nigeria a apporté un début de réponse, en ce sens qu'ils ont fait une parade pour Trump. Donc le Nigeria s'est prononcé. Eux, ils sont pro-Trump. Et d'ailleurs, le président sortant Trump a fait un tweet en montrant qu'il y avait une parade du Nigeria pour lui. Donc, ce qui est paradoxal. Ouais. Exactement, ce qui est paradoxal. Mais voilà, donc grâce... Bon, ça va faire plaisir au colonel Hatch. En tout cas, grâce aux réseaux sociaux, on est au courant de ça. Et tout à l'heure, vous parliez des votes par correspondance. Trump avait dit qu'il y avait un risque de fraude électorale et qu'à grande échelle d'ailleurs, et qu'à cause de ça, il n'était pas trop pour les votes par correspondance. Et à partir de là, il y a eu des internautes, en tout cas sur Twitter, qui ont accusé le réseau social Twitter et Facebook de participer à ce qui s'apparente de la fraude, parce qu'apparemment, il y a des comptes qui ont été freeze pendant 12 heures de temps. Donc, ces personnes ne pouvaient plus, en tout cas, tweeter ou se connecter. Leur compte était gelé. Donc, Chérif, on parlait tout de suite aussi des résultats. Les premières tendances sont en train de tomber. Donc, actuellement, Trump a remporté en tout cas l'État de l'Indiana avec 11 électeurs et Kentucky aussi, c'est Trump, donc ça on s'y attendait. Par contre, pour ce qui est de la Floride, c'est au coude à coude et beaucoup sont en train d'attendre ce résultat-là. On ne sait pas encore si ça va être Joe Biden ou si ça va être Donald Trump. En tout cas, c'est au coude à coude. Mais en ce qui concerne Joe Biden, il vient de gagner le Vermont, il vient de gagner Virginia et il y a aussi une tendance pour Joe Biden pour le New Hampshire. Et puis, on attend de voir, en tout cas, ce qu'on nous a dit, c'est que pour l'instant, on est à 13 contre 16 en faveur de Biden. Et on rappelle qu'il faut quand même 270 grands électeurs pour gagner. Et expliquer aussi aux téléspectateurs qu'il y a deux votes, le vote populaire et le vote par anticipation. Donc, actuellement, les tendances sont en train de tomber et ça bouge. Hein. Même à l'heure actuelle où je vous parle, c'est en train de bouger. Les tendances sont en train vraiment de s'inverser, soit pour Joe Biden ou soit pour Donald Trump. Superbe, Mary. Merci beaucoup pour ces tendances. Tout de suite, réaction, quelle interprétation? J'ajoute avant la réaction que Biden mène au nombre de délégués, de grands électeurs, sans l'emporter sur le vote populaire. Hein. Dans l'état actuel des choses, avec 13 grands électeurs, Trump est à 6 754 000 et quelques, alors qu'avec 16 grands électeurs, Biden n'est qu'à 6 600 000 646 000. Vous voyez donc qu'il y a 100 000, un peu plus de 100 000 votes populaires de plus pour Trump, qui a quand même moins de grands électeurs. Interprétation de ces résultats. Oui, là il faut comprendre que, comme l'avait expliqué Souleymane au début, avant l'élection déjà, il y a des États qui sont solidement démocrates. Aujourd'hui, avant l'élection, en venant ici, Joe Biden était à 203 grands électeurs parce qu'un État comme New York, automatiquement, parce qu'eux, ils ne peuvent pas faire des projections avant la fermeture. Indiana, c'est là où le vice-gouverneur de Trump, Mike Pence, était gouverneur de Indiana pendant 2 mandats. C'est parmi les États conservateurs. Donc ces États-là vont automatiquement aller vers la République. Donc aujourd'hui, il faut s'assurer que bien avant l'élection,
Trump a 125 grands électeurs venant des États qui ont toujours voté démocrate. D'office, et 125. qui ne comptent pas parmi les États qu'il faut compétir, les 10 États où il y a l'enjeu. Le vote populaire ne veut pas dire grand-chose dans cette élection. Absolument. Ce qui est important, c'est comment faire pour manipuler, pour avoir 270 des 538 délégués. Un État comme la Californie, avec le plus grand nombre de grands électeurs, 55, va directement au démocrate. Un État comme Oregon, qui c'est au nord de la Californie, va démocrate, c'est réglé depuis longtemps. Oui. Un État comme la Washington, dans la côte ouest, va démocrate. Mais ces États ne peuvent pas être reportés avant la fermeture du vote. Aujourd'hui, on est à 4 heures ou 5 heures de New York, mais on est à 8 heures de la côte ouest. Donc, mais au niveau de la côte est, vous allez voir très rapidement que New York sera projeté pour Joe Biden. Vous allez voir que Maine sera projeté, même si avec 4 électeurs, pour Donald Trump. Et vous allez voir aussi que le New Hampshire, c'est pas encore sûr, mais vous allez voir que ces États-là vont de la côte. Virginia souvent vote démocrate. Oui, la Virginie. Et là, c'est fait. Virginie, la Virginie, c'est fait. Oui, c'est réglé. La Virginie est déjà réglée. Et Illinois, dans le Midwest, est un peu réglé. Et maintenant, la bataille va se faire au niveau de ces États-là que Trump avait gagnés, qui sont dans le nord. Michigan, Wisconsin, et ce sont ces États-là qu'il faut voir. Donc, a priori, dans le calcul des grands électeurs, il y a des États, une dizaine, une quinzaine, qui vont automatiquement où le jeu est fait d'avance. Le jeu est fait d'avance. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces premières tendances? Bon... Ça sent bon la victoire pour Biden ou pas? Bon, disons hein, parce que vraiment, avoir par exemple le comportement de Trump ces derniers jours, c'est que il sent la défaite venir, sérieusement. Et Michel Ndiaye l'a tout de suite rappelé. Le point de départ, c'est déjà Biden qui a été favori. 203 grands électeurs contre 123, 125. Là, vraiment, ça décourage. Mais nous tous, nous connaissons Trump. C'est quelqu'un de bouillant. C'est quelqu'un qui essaie de rien lâcher, surtout. Voilà, c'est ça. Mais c'est la même stratégie qu'en 2016. Hein. C'est la même stratégie. Il n'y a rien de nouveau. Donc, pour moi, le plus important dans cette élection, c'est surtout la mobilisation des Américains. C'est un record, c'est vraiment un record. Et ça joue beaucoup pour les démocrates. Les Noirs américains, peut-être, ont plus voté qu'en 2016, tenant compte des événements qui se sont déroulés. Absolument. Il y a un très grand engouement. Le Black Lives Matter a fait tellement de campagnes. Et les mouvements progressistes, comme les gens qui soutiennent, comment il s'appelle, le perdant de la convention démocrate, Sanders. Bernie Sanders, ils ont fait aussi une bonne campagne pour se débarrasser de l'autre. Et pour moi aussi, il y a un aspect extrêmement important que j'ai suivi récemment, c'est ce que j'appelle le Lincoln Project. Le Lincoln Project, c'est des républicains qui ont été désenchantés par la politique de Trump et qui votent pour le départ, la défaite. Non pas pour les démocrates, mais pour que Trump dégage. Votre sanction carrément. Et c'est des ténors du Parti républicain qui ont créé cela, qui veulent défendre la Constitution. Parce qu'ils ont vu que Trump complètement, voilà... passé à côté. Ça passe à côté. L'ancien président George Bush, qui est républicain, a endossé Joe Biden. Mitt Romney, qui était pressenti pour être le premier secrétaire d'État. Absolument, c'est ce qui est spectaculaire. Est devenu un sénateur qui a voté contre le président. Bref, on a un certain nombre d'icônes du Parti républicain qui ont décidé tout simplement, pour cette élection, de soutenir Joe Biden pour un vote contre. Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais j'aimerais quand même que l'on évoque rapidement un aspect, peut-être pas décent, mais quand même, Joe Biden, s'il est élu, il sera le plus vieux président élu des États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose qui peut également interpeller, colonel? Mais à 78 ans, on repart un peu à l'histoire. Hein?
Reagan a été un des plus vieux présidents des États-Unis. À 69 ans, ouais. 69 ans. Reagan a été élu à 69 ans. Après 2 mandats, il avait quand même... Après 2 mandats, quand même, il était le président le plus populaire des États-Unis. Mais à son élection, je parle de son élection. Ah oui, au départ de son élection. Au départ, il avait 69 ans. JFK a été élu à 43 ans. Biden, s'il est élu encore une fois, il sera à 78 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle? Si, parce que moi, en fait, l'enjeu, ce n'est pas Biden. C'est pourquoi, vous avez vu notre discussion là. Elle est restée sur Trump pendant, je crois, 2 tiers du temps. Pendant une bonne heure, oui. Donc l'enjeu, c'est surtout, pour moi, le départ de Trump. Plutôt que qui vient. Parce que j'ai dit, comme au Sénégal, on dit là, on l'enlève, après on cherche à savoir qui on met à la place. Je crois que les Américains se sont tropicalisés sur le plan politique avec Trump. La politique américaine est devenue une politique tropicale. Elle n'a rien de plus que la politique qui se passe en Afrique, en Côte d'Ivoire, en tout ça. On utilise les mêmes stratégies. Je donne un exemple. Par exemple, les républicains ont voté il y a longtemps dans certains États. Ils disent, celui qui part en prison ne vote pas. C'est ce que j'ai dit. Ça, c'est pour le vote, ça, c'est pour les Noirs, ça. C'est pour diminuer le vote noir. Absolument. Bien sûr. Ils ont dit, par exemple, quand tu viens voter, tu viens à la carte d'identité, le permis, comment on appelle, le permis de conduire et le permis de port d'armes. Voilà, ça c'est des choses que les républicains ont mis en place pour bloquer totalement le vote noir, le vote qui est des minorités. On va dire des minorités plutôt que des noirs, parce que c'est des noirs et des blancs qui vont en prison. C'est pas parce qu'on est un noir. Mais ça veut dire que nous devenons des experts, on peut aller aider les Américains à gérer leur pays maintenant, parce qu'ils font exactement ce que nous on fait. Ce que Buhari fait, ce que l'autre de Côte d'Ivoire fait, etc. C'est ce que les Ivoiriens... Mais il faut que si Bush s'en va, parce que lui, il a... Trump. Si Bush s'en va, si Trump s'en va... Tu es en train de faire comme Joe Biden, hein? Alors, justement, sur cette question, pour votre mot de la fin en même temps. Oui, je voulais tout simplement confirmer ce qu'il a dit pour dire qu'effectivement, comme au niveau de l'Amérique, le système judiciaire est un peu plus tough, plus rigoureux avec les minorités, beaucoup de Noirs sont plus enclins à avoir un background check avec des condamnations. Et souvent, on les fait comprendre que si tu as une condamnation qui dépasse un certain délai, tu ne peux pas t'enregistrer. Et souvent, on a vu dans le Sud, pour décourager les Noirs de voter, on les a fait croire que ceux qui sont en probation, c'est-à-dire ceux qui ont une condamnation sans aller en prison, que la police va passer pour voir si, effectivement, les conséquences, ils sont tous partis. Dans tous les cas, quel enseignement pourront tirer vraiment de... L'enseignement qu'on peut tirer de cette élection, c'est que... Sans savoir le verdict. C'est de souhaiter tout simplement que l'Amérique continue à nous montrer que la démocratie jeffersonienne reste la plus grande démocratie au monde. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, que l'opinion publique américaine et le vote des Américains soient acceptés par les deux partis, que ce soit par le président Trump et par Joe Biden. Mais à la fin de la journée, il appartient aux Américains seuls de décider qui est le meilleur candidat pour les États-Unis. Parce que si vous voyez le Parti républicain, la manière dont il choisit leur leader, il pense toujours qu'il faut réussir en affaires avant de réussir en politique. Et Donald Trump a été quelqu'un qui a réussi en affaires avant de réussir en politique. C'est pourquoi il connecte avec lui sur ces questions. Pour les démocrates, c'est tout simplement montrer que l'American Dream est une possibilité. Tu peux partir from the scratch to the top. Et c'est ce qui explique que Joe Biden a essayé de connecter avec l'électorat pauvre en montrant qu'il est né dans une famille pauvre et qu'il n'est pas venu au Jura. Docteur Pamalik Ba. Bon, dans le même sens que Michel Ndiaye, vraiment espérer que la démocratie américaine va encore être chantée dans le monde, que malgré toutes ces craintes-là que Trump a essayé de mettre dans la tête des gens, que tout ça soit dissipé. Il laisse planer le doute sur son acceptation du résultat. Des résultats, sur le fait que certains États se barricadent, craignent de la violence post-électorale, etc. Que vraiment, au-delà de tout cela, que les choses se passent bien, que les Américains décident de qui va prendre le pouvoir et présider au destin des Américains pour les 4 prochaines années. Donc que la démocratie vraiment triomphe, que tout ça se dissipe, la peur et voilà. Et on me fait signe que Biden mène pour le moment 85-55 à 55. Donc il a encore un peu de marge, Suleiman. Et les résultats commencent à basculer sur la côte ouest à partir de maintenant. Non, mais sur la question de l'âge, je pense que... Non, ce qui est intéressant sur la question de l'âge,
en rebondissant sur ce que Ali Faria a dit tout à l'heure sur la grandeur de la démocratie américaine. C'est-à-dire, en amont, je ne sais pas s'il y a un verrou d'ailleurs sur l'âge à l'entrée, mais le système américain a tellement de 35 ans. systèmes d'équilibre, de checks and balances qui font que un président qui n'est plus en capacité de diriger le pays, évidemment il y a eu des ratages, on a voulu destituer Trump, ça n'a pas marché, mais le mécanisme a la vertu d'exister. Et des checks and balances, il y en a tellement qui permettent, sans compter la haute estime dans laquelle certains acteurs de la politique américaine tiennent la démocratie, les idéaux. Et c'est Barack Obama qui le disait, je l'ai écouté récemment, il disait la force des États-Unis, ce n'est pas sa puissance militaire, ce n'est pas sa puissance économique, c'est la force de ses idéaux. Absolument. Et cet idéal démocratique américain et le soubassement justement de cette grandeur de ce pays qui connaît des soubresauts. Évidemment, de temps en temps, on va connaître des épisodes tels que celui qu'on a connu avec ce mandat de Trump. Peut-être même connaîtra-t-on encore un épisode supplémentaire s'il est réélu. Mais à la fin de la journée, ces idéaux démocratiques prévalent sur tous les manquements qu'il y a eu. Et c'est ça la source d'espoir. C'est ça le motif d'espoir que très bientôt l'Amérique reprendra sa place dans le jeu de la géopolitique mondiale, continuera à être le leader sur les idéaux de démocratie, de prospérité, d'humanisme, tout ce qui constitue le tissu un peu des États-Unis. Et par voie de conséquence, la relation entre les États-Unis et l'Afrique reviendra à ce qu'elle était au meilleur des moments de cette relation. Ce sera avec Biden, peut-être pas avec lui, peut-être avec d'autres, mais évidemment le monde a changé avec Trump. Il a radicalement changé les relations avec le monde et ce sont quelques mots simplement qui ont changé le monde. C'est son discours inaugural quand il a dit beaucoup trop de pays ont abusé des États-Unis et ça suffit, c'est fini. Je vais redonner sa grandeur aux États-Unis et l'Amérique viendra en premier en tout ce que nous ferons. Et ça a déterminé aussi le comportement d'autres puissances, d'autres pays, y compris en Afrique vis-à-vis des États-Unis. Et ça, c'est parti pour durer longtemps. Donc cette élection, elle est déterminante aussi pour cette raison, parce qu'elle va déterminer aussi la suite de ce que nous ferons de ce monde, pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. C'est pour ça que cette élection mérite effectivement qu'on y passe la nuit, mais puisque les résultats tombent en compte-gouttes, c'est demain matin qu'on saura le fin mot, et peut-être pas demain matin d'ailleurs. Oui, peut-être même dans les prochaines 48 heures. Exactement. En tout cas, c'est bien parti, ça sent bon, mais pour on sait qu'il y a des États qui sont acquis. Bon, mais Biden mène la course et on est à 85-55. Sans oublier, on n'en a pas suffisamment parlé, il y a aussi des élections partielles qui se tiennent pour le Congrès. Et ça, c'est très très important parce que tout ce qu'on dit aussi, Biden aura beau gagner l'élection présidentielle, s'il n'a pas une majorité qualifiée au Congrès, c'est-à-dire à la Chambre des représentants et au Sénat, il n'aura pas les coups des franches pour vraiment se mettre au niveau où on l'attend. Vice-versa, si malgré une possible défaite de Biden à la présidentielle, les démocrates arrivent à se repositionner au Congrès, un certain équilibre s'établira entre les différents pouvoirs. Et ça, c'est l'âme et vraiment l'ADN de la démocratie américaine, les checks and balances et l'équilibre de pouvoir entre le législatif
et l'exécutif. Vous avez raison de le rappeler. Et la justice, bien entendu. Bien sûr, vous avez raison de le rappeler, cette élection est aussi sénatoriale, Souleymane. En tout cas, quelle que soit l'issue de cette présidentielle, on n'en a pas assez parlé également, malheureusement, Donald Trump continuera quand même d'impacter la politique des États-Unis pour avoir nommé 3 des 9 juges de la Cour suprême. Et ça également, c'est très important dans la vie des Américains. Et puis sur le retrait de l'Amérique de la scène internationale, il y a un pays comme la Chine qui s'en délecte, mais d'une manière extraordinaire. Absolument, parce que, absolument. voilà, comme on dit, la nature a horreur du vide. Et Xi Jinping est en train de jouer ce rôle de chef du monde concrètement. Messieurs, merci d'avoir passé cette soirée avec nous. Le monde va-t-il se réveiller avec un nouveau président des États-Unis d'Amérique? En tout cas, la matinale de TFM va prendre le relais dans 4 heures de temps exactement pour revenir sur tous ces sujets. Merci à toute l'équipe technique, à Pape Samba Thiam et son équipe. Merci beaucoup Mary Bey qui nous a accompagnés pour les infos. Vous voulez ajouter quelque chose, Mary, pour terminer? Non, juste peut-être donner rendez-vous aux téléspectateurs demain dans les émissions qui vont suivre, en tout cas les informations continues sur la TFM. Et dans l'Ikheotibir Internet aussi, nous reviendrons sur ce qui est cette élection présidentielle. Tout à fait, Mary. Merci, Chérif. Merci beaucoup, ce qui se passe sur Internet. Merci également à toute la rédaction qui m'a aidé à préparer, à vous présenter cette émission. On se retrouve demain pour le journal de 20h. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne nuit.